Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Lumière intérieure. Et cette semaine, nous avons la joie de recevoir un auteur, une comédienne, une réalisatrice, Astrid Veillon. Bienvenue. Merci. Astrid Veillon. Merci. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes donc comédienne, auteure et réalisatrice. Ça fait beaucoup, non? Écoutez, je pense que tout se complète, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup. Moi, je pourrais encore faire plein d'autres choses. Vous avez passé votre enfance à Aix-en-Provence? Alors, je suis née à Lyon et je suis arrivée à Aix-en-Provence à l'âge de 9 ans. Et effectivement, j'ai passé la fin de mon enfance et mon adolescence à Aix-en-Provence. Donc vous êtes du Sud? Oui. Ça vous manque? Je vis encore dans le Sud en ce D'accord. moment. Je suis retournée dans le Sud en 2006, après 17 ans de vie parisienne. L'appel du soleil, des cigales et des grands espaces, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette route étonnante et jolie qui est la vôtre? Oh, je crois que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une actrice. Certainement pour des besoins d'amour, de reconnaissance, des problèmes peut-être existentiels aussi. Et puis, et au fur et à mesure, j'ai été piquée par la comédie et j'ai aimé ces ambiances de plateau, de famille. Et puis, je crois beaucoup à quand c'est le bon chemin, les portes s'ouvrent. Et c'est vrai que j'ai commencé ma carrière par des apparitions dans des sitcoms, etc. Et le premier rôle qui m'a fait connaître, c'était une série qui s'appelait Extrême Limite, qui a connu un énorme succès. Et j'ai eu la chance d'être dans ce succès-là, qui m'a ouvert les portes de plein d'autres choses derrière. Et petit à petit, j'ai fait mon petit trou dans ce milieu. Et pour vous, ce succès a été une surprise? Je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. En fait, c'était une évidence de toute façon pour moi. Je devais réussir. Donc, je ne savais pas par quel chemin j'allais réussir, mais de toute façon, c'était une question de vie ou de mort pour moi. Donc, j'ai été très heureuse de ce succès. Maintenant, surprise, je ne sais pas. Mais c'était évident pour moi. Vous disiez que vous aviez besoin d'amour, de reconnaissance. Et alors, vous avez reçu cet amour et cette reconnaissance? Oui, je l'ai eu évidemment par ce rôle-là qui en plus touchait les adolescents. Donc les adolescents sont en une espèce de ferveur comme ça. Et moi, j'étais tellement dans cette demande-là que je faisais tout pour qu'on me remarque à l'époque. Et donc quand j'allais en villégiature ici ou là, je m'habillais de façon très, très star, entre guillemets. Je me maquillais pour qu'on me voie de loin et ça fonctionnait. J'ai fait des émeutes dans des magasins, j'ai été en couverture de magazines. Mais au résultat des courses, ce n'était pas cet amour-là dont j'avais besoin, je pense. Et on se rend compte après, dès l'instant où on a cet amour-là, le vide est toujours là. Donc on va le chercher ailleurs. Et je l'ai trouvé après par plein de chemins différents, notamment par l'écriture, qui m'a fait beaucoup de bien, par la naissance de mon fils, qui a été l'amour inconditionnel, par plein de rencontres ici et là. Oh, je suis émue, c'est marrant. C'est marrant. Et cette soif d'être aimée, elle demeure évidemment. Elle est... je crois qu'on a tous besoin d'être aimés, mais ça passe par l'amour de soi, en priorité, qui est certainement la quête la plus difficile. C'est marrant d'être émue comme ça, quand même. C'est les murs qui font ça. Oui, l'amour de soi et la confiance en soi, je pense que c'est d'abord ça. Alors on pense la trouver à l'extérieur, mais je pense qu'elle vient d'abord de l'intérieur. Oui, certainement. Et alors, vous avez dit vous êtes auteur. Et justement, vous avez une actualité dont on serait content que vous nous parliez aujourd'hui. D'ailleurs, ça s'appelle « Et si on en parlait ?» Et si on en parlait La pièce, oui, ma deuxième pièce de théâtre. Alors, j'avais écrit une première pièce qui s'appelait « La salle de bain » lorsque j'avais... c'était en 2003, donc j'avais 32 ans. C'était sur le passage du cap de la trentaine. On en parlait beaucoup à l'époque. C'était quelque chose de très actuel. Pour la faire simple, c'était « Elles sont belles, elles réussissent, elles ne trouvent pas l'amour ». Donc voilà, je me suis inspirée de ça pour écrire cette première pièce, qui a été un énorme succès à l'époque. On a joué pendant 1 an à guichet fermé, à la Comédie de Paris. Et suite à ce succès, on m'a demandé d'écrire la suite. Et là, au-delà du fait que j'avais perdu la personne la plus importante dans ma vie, donc j'étais dans un état psychologique très
très instable, très, très fragile. Je ne voyais pas du tout ce que je pouvais raconter de plus sur ces fameux trentenaires. Et puis faire une suite pour faire une suite, je n'en voyais pas l'utilité. Donc j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête. Et le passage de la cinquantaine, donc 20 ans plus tard, il y avait tellement de choses à écrire sur ces femmes de 50 ans, sur ce passage qui n'est pas... Alors 50 ans, c'est un prétexte, mais après c'est la femme de la cinquantaine avec... ce que ça peut engendrer avec la crise de la cinquantaine, avec la ménopause, avec le temps qui passe, la peur de vieillir, l'usure du couple, cette espèce de mise au point que je crois que beaucoup de femmes font à cet âge-là. Et j'ai été très inspirée pour écrire Et si on en parlait. J'ai mis un peu plus de temps puisqu'on la joue en tournée depuis l'année dernière, donc j'avais déjà 53 ans. Je pense que j'avais besoin de ce recul-là pour mettre des mots sur les mots MAUX des femmes. Et je me suis effectivement servie de mes amis, de mes expériences, de ce que j'entendais, de ce que je pouvais lire, pour écrire cette pièce qui a un vrai succès en tournée. On en est à, je crois, à la 60e date. On devait arrêter fin juin et des dates ont été rajoutées au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. C'est une pièce qui fait du bien aux femmes, qui fait du bien à l'âme, je crois. Vraiment, on a pris l'habitude, après chaque représentation, d'aller à la rencontre du public. Et c'est vraiment ce qui ressort chez les gens. C'est une pièce qui leur fait du bien. Ils ont ri, ils ont été émus, ils ont réfléchi. Moi, c'est ce que j'attends du spectacle vivant, donc je ne me suis pas trop trompée, je crois. Et voilà, on est 5 sur scène et on traite de tous ces sujets-là. Et c'est intéressant parce que le fait d'être 5, alors il y a aussi Célia qui joue ma fille, donc je traite à travers elle la crise d'adolescence. D'être 5 sur scène, ça permet de pouvoir dire tout et son contraire. C'est-à-dire que certaines vont être d'accord sur ce sujet-là, d'autres non. C'était important pour moi d'ouvrir le débat. Je crois qu'on est dans une société qui se ferme de plus en plus au débat. Donc cette pièce-là me permet aussi de montrer aux gens que oui, on peut ne pas penser la même chose et on peut s'aimer et se respecter. Et c'était quelque chose qui était important pour moi. Et donc voilà, on va de ville en ville, on rencontre des gens, des femmes qui me remercient. Elles se sentent moins seules après avoir vu ce spectacle. Des hommes aussi. Beaucoup qui prennent conscience que c'est pas simple d'être une femme et beaucoup de couples qui m'écrivent et qui me remercient parce que le débat a été ouvert chez eux, au sein de leur amour, au sein de leur parcours et je trouve ça vachement intéressant en fait. Donc ce qui touche l'auteur, c'est de créer une communion avec la salle, de voir qu'il y a un échange et une Bien communion sûr, qui se crée. Oui. Bah, évidemment. Il y a déjà la communion entre nous sur scène. Oui. Quand ça marche entre les comédiennes, quand les répliques fusent, quand on voit notre texte qu'on s'est répété, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille à l'oral, je suis autodidacte dans tout ce que je fais, donc l'écriture est arrivée très tard dans ma vie et je me croyais, oh là, non, Dieu, pas du tout capable d'écrire et encore une fois, on en revient à ces limites qu'on se pose nous-mêmes. Bien sûr qu'on est capable d'écrire, tout le monde est capable d'écrire, il suffit d'avoir l'envie, la volonté, et puis cette ténacité, parce que quand on écrit, on est tout seul devant sa feuille et il est plus facile de dire oh, j'y arrive pas que de dire bah non, je vais y arriver en fait. Et c'est ce feu sacré que j'ai en moi. Et donc quand on voit déjà comment ça prend sur le plateau en répétition, comment la metteur en scène trouve des idées, comment les actrices mettent leur personnalité dans nos mots, et qu'il y a des sujets déjà de débat en disant mais je vais jamais arriver à dire ça, bah dis autre chose, mais ne perds pas le sens, parce que je pense que le sens est important, mais après, donne tes mots, c'est pas un problème, ça. Et quand d'un coup, on se retrouve à la Générale, à la Couturière, comme on dit, devant un théâtre de 750 personnes, et qu'on voit d'un coup, là où ça fonctionne, là où on pensait que ça rirait, mais ça ne rit pas, là où ça va émouvoir, etc., et qu'on sent cette communion avec le public, pour un auteur et une actrice, du coup, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'une puissance hallucinante. Et là, on en revient à ce que je cherchais quand j'étais plus jeune, cette espèce d'amour. Il est là, en direct, on vous le donne, quoi. Et quand les gens se lèvent à la fin et vous remercient de ce que vous avez écrit, on oublie donc le côté comédienne, j'ai l'impression de remplir ma mission sur Terre, en fait. Merci beaucoup Astrid Veillon. Alors on va passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. Vous allez entendre 4 mots et à vous de les commenter, de les éclairer, de dire ce qu'ils vous inspirent. Bien sûr. Vous allez me laisser seule alors ? Exactement. Ok, bon. Seule avec les mots et ma voix. Ça ira. Ça va aller, j'aime beaucoup votre voix. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Nous sommes avec Astrid Veillon dans l'émission Lumière intérieure. Astrid Veillon, on a pensé comme premier mot à maternité. Maternité. Un grand chamboulement dans ma vie. Il y a eu vraiment un avant et un après la naissance de mon fils. Et ben voilà, je suis encore émue, décidément. L'arrivée de Jules a été un énorme tsunami à plein de niveaux. Je pense que j'ai fait un burn-out après sa naissance. Moi, j'étais plutôt un électron libre jusqu'à ce qu'il arrive dans ma vie. D'ailleurs, j'ai choisi un métier où les contrats sont à durée déterminée, où rien n'est fixe, rien n'est figé, tout bouge. J'étais avec cette espèce de liberté d'action, en tout cas, peut-être pas d'être, mais liberté d'action où je pouvais partir quand je voulais, revenir quand je voulais, faire ce que je voulais, quoi. Et quand Jules est arrivé, je me suis rendu compte que je venais de signer un contrat à vie, en fait, et avec cette responsabilité d'élever le mieux possible un petit être qui, quelque part, n'a rien demandé. Donc c'est mon choix de mettre au monde cet enfant, même si pour moi, l'enfant choisit ses parents. Je me suis vue dans une peur panique de ne pas être à la hauteur, de ne pas l'aimer comme il fallait. Ah là là, mais je suis désolée. Et puis cet amour que peut-être que j'attendais, que je cherchais depuis si longtemps, était là devant moi. Je suis désolée, hein. Ouh là là, vous touchez la corde sensible là. Et de ne pas être à la hauteur, en fait, de ne pas être à la hauteur. Et puis j'ai appris, en fait, mon enfant m'a appris à être mère, à être dans le don de soi. Puis pour une actrice aussi, c'est... ah là là, une actrice ne pense qu'à elle. Enfin, ne pense qu'à elle. C'est très égocentré, une actrice. C'est... je suis désolée, ça va passer, hein. C'est très... voilà, il y a un petit monde qui tourne autour d'elle, la célébrité. En plus, à l'époque, j'étais très connue. J'étais très demandée. La peur de tomber dans l'oubli. D'ailleurs, j'ai mon agent qui m'a lâchée après ma maternité. Je devenais beaucoup moins intéressante. Mais c'était pas grave parce que j'avais tellement... il suffisait que je plonge mon regard dans celui de mon fils et j'étais à ma place, en fait. Donc, ça a été très, très fort comme lien. Et aujourd'hui encore, hein, Jules a 15 ans, il fait 1m90. C'est un Golgoth avec une belle âme. C'est une vieille âme, mon fils. Je le sens, je le vois. Il a cette espèce de recul sur les choses, sur la vie. Il est très posé, contrairement à moi, qui parfois il me dit j'ai l'impression d'être ton père. Je dis oui, alors reste à ta place. Hein. Mais moi, je pars dans tous les sens. J'ai encore envie de vivre plein d'expériences. Lui, il est plus observateur. Il est plus dans la réflexion. Voilà, il est dans ce monde-là avec sa générosité, avec son âme, toujours à vouloir aider les autres. Il est brillant. Bon, après, il a des défauts. Hein. Je vais pas en faire un tableau parfait parce que la perfection n'existe pas, mais... Vous dites vous avez confié quelquefois qu'il faisait un chemin spirituel qui lui est propre, d'ailleurs, ce Jules. Oui, effectivement, avec son papa, on avait décidé de ne pas le baptiser, qu'il choisisse, parce qu'on est tous les deux baptisés. Et je voulais qu'il choisisse sa religion. Je trouvais que c'était important qu'il soit libre de ça. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps... il y a 2-3 mois, il m'a dit qu'il avait envie d'être baptisé. Donc, il sera baptisé dans une église orthodoxe. Et c'est une vraie démarche, puisqu'il sait très bien qu'il rencontre Monseigneur régulièrement, etc., pour faire son chemin religieux. Et c'est une vraie démarche. Je suis très fière de lui, qu'il ait eu envie de ça et qu'il suive ce chemin-là. Je trouve que c'est important, effectivement, quand un enfant est baptisé petit, c'est ses parents qui décident. Là, c'est un vrai choix, avec un vrai parcours, un vrai chemin, et je suis plutôt fière de lui. Et vous savez ce qui l'a attiré ? Alors, son père est très, très dans la spiritualité. Moi, je le suis à ma manière.
Je crois en quelque chose de plus grand, j'ai une foi en quelque chose de plus grand. Je médite beaucoup, je prie aussi souvent. Je pense que c'est... Voilà, il a toujours voulu, par exemple... On est parti au Portugal il y a 2 ans. Il a voulu que je lui achète une croix. Donc je pense que c'est quelque chose qui est ancré en lui, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de toujours tout expliquer. C'est comme ça. Voilà, il a l'exemple de son père, l'exemple de sa mère aussi. Et puis, voilà, je crois que c'est en lui, en fait. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Oui, c'est beau. C'est beau pour vous de contempler ça. Oui, très, très joli, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur de rater des choses. Est-ce qu'on a le droit de rater des choses dans la maternité ? On en rate toujours, de toute façon. C'est ce qui fait aussi la magie de la relation. C'est-à-dire que c'est intéressant que l'enfant se rende compte aussi que ses parents, ses modèles ne sont pas parfaits. Je pense que ça lui donne la liberté aussi de se tromper lui-même. J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours reconnu mes erreurs. Je ne pense pas avoir raté grand-chose dans les grandes étapes de son enfance, ses premiers pas, sa première dent. Après, au niveau de... Comme je suis quelqu'un de relativement instable, je ne suis pas sûre de lui avoir apporté la sécurité dont il aurait pu avoir besoin à des moments, mais Jules est absolument confiant en l'amour que je lui porte et en l'idée que je serai toujours là pour lui. Après, j'ai certainement eu des défaillances. Je ne suis pas quelqu'un de très... alors, je suis fiable, mais je suis très instable. C'est-à-dire que je passe d'une émotion. Vous l'avez bien vu, hein, déjà. Je passe du rire aux larmes. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Et voilà, ça revient, décidément. Et mon hypersensibilité est quelque chose qui peut le mettre en insécurité parfois. Et cette soif de vivre tout à fond peut être aussi quelque chose qui peut lui faire peur de temps en temps. Moi, j'aime voyager, j'aime partir, j'aime rencontrer du monde, j'aime sortir, avec cette espèce d'envie, de besoin de ne rien rater, en fait. Et parfois, je le vois que ça lui fait peur. Il me dit, mais maman, pose-toi. Là, par exemple, on est parti au Brésil cet été et je dormais 3 heures par nuit parce que je voulais voir le lever du soleil, parce que je faisais mes petites vidéos pour ma page Facebook, parce que je me gorgeais d'images, d'expériences, de rencontres. Et c'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui peut être pas très sécure pour un enfant. Est-ce que vous diriez que l'amour maternel, cette expérience qui vous a bouleversé, vous a appris quelque chose de Dieu ? On est dans l'amour inconditionnel, donc effectivement, si on est dans cette démarche-là, oui. Donc Dieu a un amour inconditionnel pour nous. En tout cas, oui, c'est ce que je pense. La foi, pour moi, c'est l'amour. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre quand on fait des parallèles entre être catholique et d'être de droite, enfin quand on mélange la politique et la foi et la religion, et on y vient de plus en plus, je trouve ça un peu... je suis très perplexe face à ça, qu'on fasse ces associations d'idées, parce que moi je suis dans l'amour de tout, l'amour de tout le monde, dans le profond respect. Si on y voit la religion derrière, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie de m'excuser de croire en quoi que ce soit, alors que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de culpabilité aujourd'hui dans l'idée de croire, d'être catholique. Là, je vois un peu ce qui se passe au niveau du... Alors, je l'ai pas encore vu, hein, mais le film Sacré-Cœur, le documentaire Sacré-Cœur, et que des villes interdisent la diffusion de ce documentaire. Ça me choque profondément. On a le droit d'être catholique aujourd'hui, comme hier. Alors oui, il y a eu quelques scandales, mais je ne pense pas qu'on doit résumer la foi et la religion à ces scandales-là. Je pense qu'on doit être libre de pouvoir croire en ce qu'on veut. Et vous, Astrid Veillon, vous croyez visiblement
en l'amour inconditionnel de Dieu? Je crois en tout cas à l'amour inconditionnel. J'ai ma propre foi, je crois en quelque chose de plus grand, je crois en la destinée, je crois aux anges, je crois en plein de choses. Après, je ne sais pas si c'est Dieu, j'ai pas fait assez de... J'ai pas fait de catéchisme, etc., moi. Et j'ai été ballottée pendant toute mon enfance entre mon père qui était très croyant, qui venait d'une famille noble, très à cheval sur tout ça, et ma mère qui était très dans l'opposé de tout ça, qui était 70, 68, et je me suis fait ma propre religion en quelque sorte. Et la foi pour moi est née du bouddhisme. Je ne suis pas sûre que... Voilà, je suis partie en Inde et j'ai découvert le bouddhisme et j'ai découvert la méditation, j'ai découvert plein de choses grâce au bouddhisme qui m'ont ramenée au catholicisme derrière. En tout cas, je crois en quelque chose de plus grand et j'ai foi en l'amour. Voilà, cet amour inconditionnel que j'ai l'impression qu'on perd petit à petit. On s'éloigne de l'humain, on s'éloigne de la nature, on s'éloigne de l'amour aujourd'hui. Et je pense que ça peut être la perte de l'être humain. Alors, on va passer au deuxième mot, et ce deuxième mot, c'est épreuve. Les épreuves. La vie est faite d'épreuves, rien n'est... Parfois, on a l'impression que j'ai vécu une vie simple, que j'ai tout ce que je veux. Mais j'ai eu beaucoup d'épreuves très tôt. Ça a commencé très tôt. En fait, j'ai une vie qui ressemble à mon état d'esprit, c'est-à-dire une espèce de montagne russe, comme ça, avec des montées, des descentes, avec des émotions très fortes. Comme moi, je ne tempère pas mes émotions, mais je vis une vie qui est à l'image de ce que je suis, en fait. Et j'ai eu des moments de joie, d'extase absolument incroyables, et des moments de souffrance absolument incroyables. Et je suis forte de tout ça. Je suis faite de tout ça. Et si je devais recommencer ma vie, je crois que je ferais exactement le même parcours parce que j'ai appris de tout ça, j'ai grandi de tout ça. Les épreuves nous permettent de nous connaître, en fait. À chaque fois que j'ai touché le fond, je suis allée chercher la force, la puissance, l'amour qui était en moi et peut-être en Dieu, pour remonter, pour apprendre, pour aimer encore plus fort. J'ai toujours refusé de... Alors, il y a eu juste un moment, après le décès de mon frère de cœur, comme je dis, où là, je me suis dit, waouh, c'est la foi de trop, quoi. Je suis fatiguée de me battre, fatiguée d'aller chercher cette force en moi tout le temps. Et je suis encore là. Et ces épreuves m'ont vraiment permis d'apprendre qui je suis, d'apprendre à avoir confiance en moi, à avoir foi en la vie, en me disant si elles sont là, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de ces épreuves-là. C'est petit à petit, ça me conduit vers la libération. Chaque épreuve a été comme une espèce d'étape vers ce que je suis moi vraiment, quoi. Peut-être en enlevant la superficialité, parce que quand on vit des vraies épreuves, on se rend compte de la chance qu'on a quand tout va bien. Ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire qu'on a besoin d'épreuves pour se rendre compte de la chance qu'on a. C'est comme la maladie, c'est comme... je me dis, on a besoin de passer par là pour se rendre compte de la fragilité de la vie et d'en profiter encore plus. C'est vraiment ce qui ressort après chaque épreuve, en fait. C'est de se rendre compte de cette fragilité, que rien n'est acquis, que tout peut s'écrouler demain. Et ça m'a encore donné plus le feu sacré, en fait, de vouloir profiter de... Alors, je suis encore parfois dans le passé, quoique de moins en moins, parfois dans l'appréhension du futur, mais ces épreuves et cette façon dont j'ai eu de me relever à chaque fois, de trouver cette puissance, cette force, et je reviens à cet amour,
m'a fait prendre vraiment conscience de l'importance d'être dans l'instant présent, en fait. Eh ben alors écoutez, c'est drôle, Astrid Veillon, parce que du coup, on va passer au mot suivant. Vous allez voir ce qu'il est, et ça va vous faire sourire comme moi, puisque en lisant ce que vous partagez, j'avais justement pensé au mot présent. Le présent. Mon Dieu, que cette notion, elle est importante et difficile. C'est vraiment... c'est la plus belle notion qui soit, à mon sens, avec l'amour, et la plus difficile à acquérir. C'est quelque chose de très particulier, le présent. Alors quand tout va bien, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, quand je suis alignée, quand je suis enracinée, quand je suis vraiment là, offerte au présent, tout est tellement plus simple. Tout est tellement plus simple. Et on a toujours ces réminiscences du passé, ces peurs de recommencer les mêmes schémas, ces choses qui viennent parfois s'imposer, cet ego dont on parle parfois, qui revient et avec lequel il faut apprendre à négocier, en fait, parce que on est fait de notre passé. Tout le monde est fait de son passé, justement de ces moments de joie, de ces épreuves, de ces risques qu'on a pris, et nous a amenés à ce présent. La seule notion qui compte aujourd'hui, c'est le présent. Mais mon Dieu, que c'est difficile d'y rester. Parce qu'on a peur du futur, parce qu'on a peur de ceci, parce qu'on regrette cela. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose avec le passé qu'on a raté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut guérir le passé? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces blessures passées ou des expériences ratées? Alors déjà, moi, j'ai du mal avec le mot « raté », en fait, parce que il n'y a pas de ratage, tout est expérience, en fait. Les regrets, ça sert à rien. C'est comme le sentiment de culpabilité. Pour moi, quand on me dit « je culpabilise », mais je dis « mais c'est un mot refuge, la culpabilité, en fait ». Parce qu'en culpabilisant, on ne se remet pas en question et on ne cherche pas à s'améliorer. C'est vraiment quelque chose qui... C'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal, et pourtant Dieu sait si j'ai culpabilisé. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. En revanche, on peut se remettre en question, on peut s'améliorer. Pardon ? Progresser. Exactement. Et je pense que ces fameux ratages dont vous parlez servent à ça. Donc pour moi, ce ne sont pas des ratages, ce sont des épreuves, encore une fois, et ce sont des marches qui nous amènent au présent. Voilà, on est fait de tout ça. Et plus on assumera tout ce qu'on a fait, et plus on se servira de ces expériences comme de quelque chose qui font partie de notre chemin et qui nous amène à ce qu'on est aujourd'hui dans le présent, plus on en sortira grandi et plus fort. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie est faite d'expériences et moi je dis toujours, j'aimerais arriver à la fin de ma vie sans avoir de regrets. Je ne dis pas que j'aurais été parfaite, mais j'aurais tout vécu. Et ce présent-là, qui est cher à mon cœur, mais vraiment, je pense qu'il y a qu'en le savourant et en le vivant pleinement, sans peur, sans regret et sans projection, je pense que c'est vraiment la recette du bonheur. Est-ce que c'est possible ? J'aimerais dire oui, c'est possible, mais alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Et tout à l'heure, vous avez parlé de cet ami qui vous est si cher que vous l'appelez un frère de cœur, et de ce drame, de sa mort, de ce départ, de cet arrachement que vous avez vécu. Et je vous ai entendu dire que vous perceviez parfois dans le présent des signes de sa présence. Pas que de lui, d'ailleurs. Oui, je pense... souvent, ça fait sourire quand je dis ça, mais je pense vraiment que j'ai beaucoup d'anges autour de moi. J'ai beaucoup de gens qui veillent sur moi. La mort, pour moi, c'est vraiment qu'un passage. Et d'ailleurs, je le vis depuis la mort de Montoff, de Christophe. J'ai un rapport à la mort qui est beaucoup moins douloureux. C'est un passage pour moi, la mort. Les âmes ne partent pas. Je crois beaucoup en ça et j'en ai eu... j'ai des synchronicités tout le temps, j'ai des heures miroirs tout le temps. Je crois beaucoup en leur puissance et en leur guidance. Et c'est ce qui me permet d'accepter maintenant, dans la paix, le départ des gens que j'aime. Parce que je sais qu'on se retrouvera plus tard. Et c'était important pour moi de
de croire en ça. Au début, je m'y suis accrochée. Aujourd'hui, c'est une vraie croyance. Donc vous croyez en l'âme immortelle? Oui, oui. Et puis surtout, je n'ai plus peur de la mort. C'est-à-dire que il faut être dans l'acceptation de la mort. Elle fait partie du chemin. On est pour mourir. Dès l'instant où on sait qu'un jour ou l'autre, on va mourir. C'est quelque chose qui est inéluctable, qui fait partie du chemin. Donc, plus on l'accepte, plus on vit mieux. Encore une fois, en prenant conscience de cette mort qui arrivera tôt ou tard, on est pleinement dans le présent et dans la conscience que la vie est un cadeau. Et quand les moments sont difficiles, il faut se raccrocher à ça. Oui, la vie est un cadeau. Alors, il y en a qui la traversent plus ou moins bien, il y en a qui la vivent plus ou moins bien, mais je reste persuadée que quand on trouve son chemin, c'est un vrai cadeau, avec des hauts et des bas, avec des moments de souffrance, avec des moments de joie, et qu'elle nous demande de surpasser ça. Et c'est le présent qui nous aide à ça, en fait. Alors vous parlez de passage, mais quand on parle de passage, c'est qu'on va vers quelque part. Pour vous, la mort va vers où? J'ai pas l'idée encore. J'ai pas d'idée encore. Je sais pas. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir. Vous préférez que ce soit une surprise? Oui, je pense que je vais me laisser surprendre par ça. J'aime bien les surprises. En tout cas, c'est quelque chose... Alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire. La seule... Je crois que je suis capable d'encaisser, de supporter toutes les morts aujourd'hui, sauf celle de mon fils, quoi. Je crois que ce serait insurmontable cette fois-ci, vous voyez? Comme quoi, hein, il y a des paradoxes et des incohérences dans ce qu'on pense et dans ce qu'on vit et dans ce qu'on dit. Mais on est fait de paradoxes et d'incohérences aussi. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'être humain. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec les certitudes, donc j'ai accepté ma mort. J'ai accepté la mort des gens que j'aime. Je le vis beaucoup plus sereinement et paisiblement. En revanche, si la vie m'enlevait mon fils, je crois que je ne m'en remettrai pas. Bon, mais alors on va faire un exercice de moment présent. Ouais. Et on ne va pas y penser parce que c'est un passé qui sûrement, un futur qui sûrement n'arrivera jamais. Exactement. Alors pensons au moment présent. Exactement. Astrid Veillon, on va passer au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est réussir. Réussir. Il est beau ce mot, réussir. Mais réussir quoi? C'est quoi réussir sa vie? C'est un vaste sujet, ça aussi. Au jour d'aujourd'hui, à 54 ans, depuis pas très longtemps, j'ai le sentiment que j'ai réussi ma vie, moi. Et ça m'apporte une plénitude quand même relativement... une belle plénitude et une belle fierté. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie? Parce que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Je crois que c'est ça, réussir sa vie. C'est réaliser ses rêves. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mon fils. Je me sens profondément libre, libre de dire ce que j'ai à dire, libre d'être ce que je suis. Ça aussi, c'est des valeurs que j'essaye d'inculquer à mon fils. Et je lui dis, je veux que tu sois un homme libre, même si tu ne penses pas comme les autres, que personne ne choisisse à ta place. Et pour moi, réussir sa vie, c'est vraiment réaliser ses rêves, c'est surmonter ses peurs, traverser les obstacles, c'est continuer d'apprendre encore et toujours, c'est aimer la vie, aimer les gens, aimer pleinement. Alors, j'ai eu des aventures, des histoires amoureuses très très jolies. Je suis seule aujourd'hui, mais parce que ça aussi, il y a des gens qui pensent que qui pensent que réussir leur vie, c'est d'être en couple, d'être dans... Moi, j'ai un amour qui est très vaste. J'ai l'amour de mon travail, j'ai l'amour de mon fils d'abord, évidemment. L'amour de mon travail, j'ai une part mes amis sont très, très importants dans ma vie. Je me suis jamais mis de limite, en fait. On en revient à ce qu'on disait en début d'interview tout à l'heure.
Ouais, je pense que réussir, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas d'être célèbre, c'est réaliser ses rêves, se donner les moyens de réaliser ses rêves, de pas s'auto-censurer, d'oser, on en revient pour ne pas avoir de regrets. Ce que je disais à Jules la dernière fois, à mon fils, je lui disais, tu sais, moi, si ça devait s'arrêter demain, j'ai l'impression d'avoir vécu 100 000 vies, en fait. Et bon, je revois des amis parfois, je les ai pas vus pendant 2-3 semaines, et j'ai plein de choses à leur raconter. C'est de vivre la vie avec passion en ayant conscience de sa fragilité encore. Et à mon sens, c'est ça, réussir sa vie. D'être le plus juste possible, le plus en accord avec soi-même, avec ce qu'on est, avec ce qu'on dit. Il y a tellement de gens que j'entends parler et qui ne font pas du tout raisonner ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Moi, je crois vraiment que tout est en résonance, en fait. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Être authentique. Oui, je pense que c'est essentiel. Alors, parfois, à mon fils, je lui donne des règles et je ne fais pas vraiment les bonnes règles. Hein. Je lui dis, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Parce que j'essaye d'être un modèle, un modèle un peu particulier, parce qu'encore une fois, il y a cette folie qui m'habite, il y a cette espèce d'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Ça c'est le générique d'Extrême Limite. Mais oui, voilà, je pense que réussir, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage ou des héros ou des figures que vous avez rencontrés qui vous ont inspiré comme ayant accompli leur vie et que vous auriez eu envie de suivre, peut-être quand vous étiez enfant ou jeune, ou est-ce qu'il y avait des visages où vous disiez tiens, ça m'attire, ça m'inspire? Non, j'ai pas de modèle particulier à part des gens comme Mandela, comme j'ai beaucoup d'admiration pour Mandela. Pourtant, c'est pas non plus. C'est un exemple pour plein de choses, mais bon, il est passé par tellement de choses. C'est son don de lui-même et son courage qui vous inspire. Oui, et puis de là où il est parti, là où il est arrivé. En fait, je serais pas. Non, je suis pas. J'ai pas de modèle. C'est des parcours de gens qui m'intéressent, en fait. C'est quand quel qu'il soit, quand on voit d'où ils viennent et où ils sont arrivés, par où ils sont passés. Donc, on est tous plus ou moins héros de nos vies, en fait, en quelque sorte, parce que on sait très bien que la vie, c'est pas quelque chose de plat. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui ont convaincu la maladie, qui ont réalisé leurs rêves, qui se sont battus, au fond. Oui, qui se sont battus, qui sont fiers de ce qu'ils sont aussi. C'est important quand on écoute quelqu'un qui est fier de lui, d'elle, qui a pu se remettre en question. Je pense que c'est plus ça, moi, qui me mettrait en admiration, c'est des moments aussi, par exemple, quelqu'un qui est capable de dire je me suis trompée, je m'excuse, je ne sais pas. Ça, c'est beau. Pour moi, c'est des choses qui sont... C'est plus ça, le modèle des gens qui m'ont inspirée. Alors, j'ai pas de nom comme ça, parce que ça peut être n'importe qui, mais des gens qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables de... Moi, je me suis retrouvée à des dîners où on me parlait de trucs, et je dis, je suis désolée, je sais pas. Et je sentais dans le regard des autres, limite, quelque chose une moquerie, ou... Mais je trouve que c'est beau de dire je ne sais pas au lieu de dire je sais et de ne pas apprendre. C'est quand même hyper important de dire je suis désolée, je vois pas de quoi vous parlez, je sais pas. Vous aimez l'humilité, Astrid Veillon? Je pense qu'on ne peut être que humble face à... Enfin, moi, je suis pétrie d'humilité parce que je ne sais pas tout, parce que au résultat des courses, on est rien dans ce vaste monde. Je pense que l'humilité, c'est essentiel si on veut grandir, avancer et apprendre. On n'est rien dans ce vaste monde, et pourtant vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentiez comme guidé par des anges. Et oui, mais encore mes paradoxes. Et non, mais oui, on est... Enfin, je pense pas que ce soit d'ailleurs antinomique d'être rien et d'être guidé par les anges. Non, mais c'est d'autant plus beau. Si on est, plus on est petit, plus c'est beau de penser qu'on est guidé par des anges. Mais l'humilité, quoi. Et ça se perd, beaucoup. L'humilité, la générosité, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres,
l'acceptation de ce qu'on est, des autres. C'est des valeurs qui me sont chères, ouais, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'au fond, la vie de chacun a une cohérence? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous parlez d'un chemin, de quelque chose qui finalement a aujourd'hui à vos yeux une cohérence, comme si vous avez l'impression que vous avez été accompagné sur tout ce chemin pour donner ça, précisément? Alors moi j'ai vu beaucoup de psy quand j'étais plus jeune. Bon, je fais encore des thérapies, mais différentes aujourd'hui. Et j'avais une psy qui s'appelait Elisabeth. Tard, hein, c'était en 2006, donc c'était tard. J'en avais eu avant, etc. Mais cette femme, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec elle, elle me disait « Pourquoi êtes-vous venue sur Terre? Quelle est votre mission ?» Chaque séance, elle commençait par ça. « Quelle est votre mission sur Terre ?» Et à chaque fois, je lui trouvais des trucs, elle me disait « Mais d'accord, ok, mais quelle est votre mission sur Terre ?» Et je ne comprenais pas le sens de cette question, ma mission sur Terre. Alors, je ne sais pas si je l'ai trouvée aujourd'hui, ma mission sur Terre, mais une chose qui est certaine, c'est que j'ai besoin de faire du bien aux gens. Alors, je ne sais pas si c'est pour m'aimer, parce qu'il peut y avoir ça aussi, hein, si on va plus loin, mais quand je prends des gens dans mes bras, ça m'arrive souvent en ce moment, parce que comme je suis au théâtre et qu'on va à la rencontre du public après, j'ai des gens qui me demandent « J'ai besoin que vous me preniez dans vos bras, Astrid ». C'est bizarre, ça, hein? Et ils ont besoin d'un contact physique avec moi. Et quand je les prends dans mes bras, je ressens ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est bizarre ce que je vous dis. C'est la première fois que j'en parle. Et je pense que ma mission, alors à plein de niveaux différents, dans plein de sphères différentes, quand on est artiste, quelque part, on donne aux autres. Quand j'écris une pièce de théâtre, je donne au public. Et je pense que ma mission sur Terre, c'est ça. C'est de donner de l'amour aux gens. Sans m'oublier, hein. Mais je crois que je l'ai trouvé, ma mission, en fait. Donner de l'amour aux gens, ouais. Et créer de la communion. C'est ça. Merci beaucoup, Astrid Veillon. Je vous en prie, merci à vous. On va passer à la dernière partie de cette émission maintenant. Très bien. Nous sommes dans Lumière intérieure et nous recevons Astrid Veillon. Comment ça a été les mots? Mais c'était très bien. Oui. C'est très, très particulier comme ambiance de se retrouver seule. Quand on n'a pas le regard de l'autre, j'ai l'impression qu'on se confesse beaucoup plus facilement. Non, c'était très, très touchant. Et quel est le mot que vous avez aimé? Oh, moi, je les ai tous aimés, hein. Tous ont résonné. Maternité, certainement. Oui, maternité. Oui, c'était touchant. Quand même, on avait comme le sentiment que la maternité, ça pouvait vous mettre sur la piste de ce que pouvait être l'amour de cet autre ou de ce quelqu'un d'autre. Oui, complètement, complètement. Un amour inconditionnel, vous avez dit, mais aussi peut-être un amour. Je pensais à ça parce qu'il a 15 ans, votre fils. Ouais. Et je me disais, c'est aussi un amour qui laisse partir la maternité à un moment. Bon, on leur donne les ailes, hein, normalement. Ouais. C'est un peu le... Et ça, c'est pas rien non plus, hein. Ça va être encore... Mais je commence petit à petit à lui donner à le pousser vers son indépendance, vers sa liberté. Et ça se passe plutôt bien. Je pense pas. Alors, j'ai été une mère très louve. Vraiment, hein, j'ai été très présente avec lui. En plus, c'est un enfant qui a perdu l'usage de la parole à un moment. On a cru qu'il avait une tumeur au cerveau. Il a vécu beaucoup d'épreuves. On en revient aux épreuves. Ça a été très violent à plusieurs reprises. Déjà dans sa courte vie, il a vécu énormément de choses, Jules. Et donc avec forcément des peurs de maman, de le perdre, des moments où je me suis sentie complètement impuissante face à ce qu'il ressentait. Enfin, il y a eu vraiment déjà en 15 ans des moments très forts. Et donc j'ai été très très présente au niveau de l'école, etc. Parce il est dyslexique, etc. Et on m'avait dit cet enfant il sera en échec scolaire en 4e et c'était hors de question qu'il soit en échec scolaire parce que je savais qu'il avait quelque chose en lui. Et là pour le coup le Covid m'a beaucoup aidée parce que j'ai fait l'école à la maison et c'était un enfant qui était HPI dans certaines matières et qui était complètement autiste dans d'autres matières. Donc il fallait vraiment rééquilibrer tout ça. Et grâce à l'école à la maison, j'étais seule avec lui, hein, ce que souvent les instituts ne peuvent pas faire. Donc, et j'ai rééquilibré tout ça en quelques mois. Et aujourd'hui, il est en seconde, il a eu son brevet avec les félicitations du jury, il a 16 de moyenne générale. Donc j'ai été vraiment très, très, très présente.
Même si je partais en tournage, j'avais des absences d'un mois, et, enfin pas d'un mois parce que je rentrais les week-ends, mais quand j'étais là, quoi. Et aujourd'hui, je sens que même moi, je le sens, je le fais petit à petit partir, je le fais prendre son indépendance, et c'est pas quelque chose qui me... C'est naturel pour moi. J'ai eu peur, parce que je me suis dit, je vais jamais supporter, et en fait... comme je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai vécu seule pendant 38 ans, donc c'est pas des choses qui m'effraient. Et ce qui m'importe, c'est qu'il ait des bases solides. Et comme je le disais tout à l'heure, que ce soit un homme libre, mais indépendant et autonome, c'est quelque chose qui sera, à mon avis, une évidence. Donc l'amour se donne et l'amour laisse partir. Exactement. Alors Astrid Veillon, vous portez une très jolie croix. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette croix? Bah, c'est avant tout un bijou. Oui, très joli bijou. Et elle est verte comme l'espérance. C'est ça. J'allais le dire, c'est énorme. C'est énorme. Non, je l'ai acheté en même temps que mon fils a acheté celle au Portugal. Enfin, je lui ai offert une croix au Portugal et je me suis acheté celle-ci. Donc c'est un lien avec lui, et certainement avec celui qui veille sur nous. Et pour votre fils, cette croix, c'était Jésus? Ou c'était comme il veut être baptisé? Pour Jules, je pense que c'était le début de sa décision, en fait. Oui. En plus de ça, on était... moi, dès l'instant où je visite une ville, etc., je vais dans l'église de cette ville. Je vais allumer des bougies pour les gens que j'aime. Et je me recueille toujours. Dans tous les pays, dans toutes les villes où je vais dans l'église. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous priez. Oui. Alors comment vous priez? Tous les soirs. Mais ça, c'est très personnel. C'est très personnel, mais ouais, dès l'instant où là, en tournée, en plus, j'avais de quoi faire. Je vais toujours dans l'église de la ville pour... J'aime les ambiances d'église. J'ai l'impression qu'on est dans l'amour. Enveloppé. Ouais, dans cette espèce d'écrin d'amour, de paix, de sérénité. Quelque chose... c'est vraiment... Et Jules, du coup, il vient, quand il est avec moi, il vient dans les églises aussi. Donc, il a été formé... Enfin, pas formé, mais il a été habitué à ça. Il a eu un moment où il a été dans le rejet. Il m'a dit, non, mais je n'ai pas envie d'aller dans l'église. Il n'y a pas de problème, Jules. Et puis, il est revenu petit à petit. Encore une fois, son père est très dans la spiritualité. Donc, je pense qu'il lui a ouvert aussi le chemin. Mais voilà. Et pour vous, ce ne sera pas rien, cette étape de ce baptême à venir? Ah oui, ça sera... Je suis contente de l'accompagner. Enfin, moi, je l'accompagne un peu de loin. C'est son père qui gère tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis contente qu'il ait choisi sa religion. C'était... je voulais pas lui imposer ça dès le départ. Et c'est pas ce que je disais, c'est vraiment... Du coup, il a un vrai parcours à faire. Il a un vrai travail, une vraie prise de conscience, une vraie découverte, un vrai enseignement. Et je pense que c'est quelque chose qui lui servira. Et vos projets maintenant, Astrid Veillon? Mes projets, j'ai encore des dates et si on en parlait, il y a peut-être la possibilité qu'on arrive à Paris l'année prochaine pour 50 représentations exceptionnelles. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Je suis aussi, je passe petit à petit derrière la caméra. Pareil, c'est un projet que j'avais depuis longtemps et je me sentais pas légitime pour le faire. Et puis la vie, parce que je pense vraiment que quand on est sur le bon chemin, tout est fluide, tout est simple, les portes s'ouvrent et c'est exactement ce qui s'est passé pour la réalisation. Quelque chose que j'avais en tête. J'aime diriger les acteurs, j'ai un peu ce caractère de gérer les gens, de diriger. Et quand on est dans la réalisation, on est vraiment au cœur de la création. Et moi, ça fait 33 ans que je suis comédienne, on ne me propose plus vraiment des rôles de composition. On ne va pas se mentir, donc je me dis, ça tourne un peu autour du pot. Et quand on est comédienne, oui, on crée un personnage. Mais là, en passant en réalisatrice, ma première expérience a été sur le dernier épisode de Tandem que j'ai réalisé en 2023 déjà. Et j'ai été complètement happée par cette expérience. D'être vraiment là, quoi, à tous les postes, à prendre des décisions, à décider des décors, des costumes, des comédiens, et cette espèce de puzzle, les pièces qui s'enchaînent, et pour faire un film au résultat des courses avec des décisions qu'on prend et qu'on sait que si on ne prend pas la bonne, ça va être un enfer sur le plateau. J'ai aimé cette pression, cette adrénaline, cette création.
ça a été un gros succès et je me suis dit, punaise, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui m'inspire. Et j'ai recontacté des gens l'année dernière, les producteurs d'Un si grand soleil, pour ne pas les citer. Et pareil, il y a eu cette espèce de fluidité. Et cette porte qui s'ouvre. Et cette porte qui s'ouvre, et je pense que je suis sur mon chemin. C'est super. Merci de nous avoir partagé votre beau chemin. Merci à vous. Je rappelle votre actualité, la pièce « Et si on en parlait » qui viendra donc peut-être à Paris l'année prochaine. C'est ça. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Astrid Veillon. Merci.